Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Excellences, Mesdames, Messieurs, les représentants du corps diplomatique accrédité au Togo, Monsieur le Président de l'Association des grandes entreprises du Togo, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes organisations patronales, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, représentants du secteur privé, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition, de ce lancement qui est prévu sous le coup de 16 heures, mais pour des impondérables qui finalement démarrent 20 ou 25 minutes après. Et avant que des voix plus autorisées que la mienne ne prennent la parole pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie de lancement du livre blanc 2020 de l'Association des grandes entreprises du Togo, l'honneur m'est choix de vous remercier d'avoir accepté de bien vouloir honorer de votre présence cette cérémonie qui se déroule, comme vous pouvez le constater, dans le strict respect des mesures barrières. Et donc, je m'en vais vous présenter rapidement le programme de l'édition de ce soir, de cette 4e édition du livre blanc. Et donc, dans les prochaines minutes, vous aurez, comme je l'ai dit en introduction, le mot de bienvenue du secrétaire général de l'Association des grandes entreprises du Togo. S'en suivra le mot du chef de coopération, M. Hugo Van Tiborg, représentant ambassadeur de l'Union européenne, sponsor de l'édition 2020 du livre blanc, de l'Association des grandes entreprises du Togo. Et vous aurez un riche panel, un panel de 3 personnes sur le thème « L'attractivité du Togo pour les investisseurs ». Donc après ce panel, vous aurez la présentation du livre blanc 2020 qui sera faite par le président de l'Association des grandes entreprises du Togo. Et ensuite, un mot du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale qui va quand même nous faire l'honneur de nous dire quelque chose par rapport à cette cérémonie de lancement. Ensuite, il y aura des questions-réponses, des questions qui sont posées évidemment en ligne comme en présentiel et auxquelles le panel et les représentants de la JET vont pouvoir répondre. Donc juste après ce jeu de questions-réponses, il y aura une allocution de clôture de Madame le ministre de la Promotion des Investissements qui est ici en tant que représentante du gouvernement. Et ce sera la fin avec un cocktail qui est gracieusement offert par l'Association des grandes entreprises du Togo. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire général de l'Association des grandes entreprises du Togo, Monsieur Jean-Marie Tessy, pour son mot de bienvenue. Merci. Madame le ministre de la Promotion des Investissements, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, sponsor de l'édition 2020 du livre blanc, Madame l'ambassadrice de France au Togo, Monsieur le représentant résident du Fonds monétaire international du Togo, Monsieur le représentant pays de la Société financière internationale, Monsieur le conseiller économique à la présidence de la République, Monsieur le vice-président du Conseil national du patronat du Togo, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des sociétés membres de la JET, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse et des médias, chers invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du bureau exécutif et du président, vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie de présentation du livre blanc 2020 de la JET, Association des grandes entreprises du Togo, dans ces sympathiques jardins de l'hôtel Onomo. Cérémonie que nous avons voulu sobre et simplifiée en respect des consignes liées à la crise sanitaire. Nous sommes persuadés que vous comprenez ces impératifs et qu'à ce titre, vous nous accorderez votre indulgence. Madame, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, Mesdames, Messieurs, plus qu'un honneur, c'est un véritable privilège pour nous
de pouvoir compter sur votre présence effective. À ce niveau de représentativité, en ce moment où l'AGET rend public son diagnostic, mais aussi ses espérances concernant l'économie nationale. L'AGET est certes une jeune association, une jeune organisation, une douzaine d'années d'existence. Mais l'AGET, par son poids économique, près de 1000 milliards de chiffre d'affaires, plus de 11 000 emplois, près de 25% de contribution au budget de l'État par les impôts et les taxes, est donc un acteur important de l'économie nationale. Et comme tel, elle doit prendre toute sa place au sein du secteur privé, dans un partenariat sincère et constructif avec les pouvoirs publics. C'est ce que nous essayons de faire depuis quelque temps avec les différentes réflexions, analyses, propositions qui sont régulièrement reversées sur les chantiers des réformes socio-économiques auxquelles l'État a bien voulu nous associer. Nous pouvons vous assurer que l'AGET reste mobilisée et disposée à assumer entièrement sa place aux côtés de l'État en tant qu'acteur économique de premier plan pour rendre la destination Togo toujours plus attractive, à la fois pour les capitaux étrangers, pour nos compatriotes vivant à l'extérieur, mais aussi pour inciter nos concitoyens résidents à investir chez eux. Quoi qu'il en soit, l'AGET se met en avant-garde pour la promotion des investissements privés, pour sa contribution à viser à l'amélioration continue du cadre, des conditions et du climat des affaires. C'est donc à juste titre que nous saluons la décision des plus hautes autorités de créer un ministère dédié à la problématique de la promotion des investissements. En vous renouvelant ici nos chaleureuses félicitations pour le choix porté sur votre personne, Madame la Ministre, et vous connaissant pour vos qualités humaines et professionnelles indiscutables, l'AGET veut trouver en vous sa porte-voix au sein du gouvernement pour ces sociétés membres et pour le secteur privé en général. Madame, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, chers invités, Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire général de l'AGET, Monsieur Jean-Marie Tessy, pour ce mot de bienvenue. Un mot de bienvenue qui résume la participation de l'Association des grandes entreprises du Togo au budget de l'État. 25%, comme vous l'avez écouté tout à l'heure, 25% de contribution au budget de l'État à travers les impôts et taxes, 1000 milliards de chiffre d'affaires et plus de 13 000 emplois décents créés. Je salue parmi nous l'arrivée du ministre de l'économie maritime qui quand même honore de sa présence cette cérémonie de lancement du livre blanc 2020 de l'AGET. Et donc je vais maintenant passer la parole à monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, sponsor officiel de cette édition du livre blanc de l'AGET. Merci beaucoup. Madame le ministre pour la promotion de l'investissement, Monsieur le ministre de l'économie maritime, Son Excellence Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la promotion et de la consommation locale, Monsieur le président de l'Association des grandes entreprises du Togo, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs représentants des grandes entreprises du Togo, chers invités. Je suis honoré d'être ici ce soir et représenter l'Union européenne au Togo, partenaire de l'Association des grandes entreprises du Togo dans cette initiative pour le lancement du livre blanc 2020. L'Union européenne a fait du développement du secteur privé un de ses objectifs clés au niveau institutionnel dans le cadre de l'Alliance Afrique-Europe,
ainsi qu'au niveau local ici au Togo, convaincu que le développement économique ainsi que social ne peut être réalisé sans un secteur privé dynamique et engagé. Ceci est un objectif partagé avec l'État togolais, qui s'est plus que jamais engagé en faveur du secteur privé ces dernières années, mettant ce dernier au cœur de sa politique générale comme acteur clé pour la mise en œuvre de sa feuille de route 2025. C'est dans cet esprit que le gouvernement a mis en œuvre un agenda de réformes ambitieux que nous saluons, fondé notamment sur la création en 2017 de la cellule climat des affaires, du comité de concertation État-secteur privé, et en peine à quelques années, le Togo s'est ainsi doté d'un nouveau code des investissements, d'un nouveau code des impôts et d'un arsenal législatif et réglementaire ayant vocation à faciliter les affaires. Il est donc important que ces actions, signe important de la volonté de l'État de rendre les entreprises privées un moteur de la croissance nationale, soient accompagnées par un engagement dans la même direction du côté secteur privé ainsi que du côté des partenaires au développement. Pour sa part, l'Union européenne a donc renforcé son soutien aux efforts des différentes parties. Au gouvernement, à travers une assistance technique pour l'identification et la mise en œuvre de réformes nécessaires pour l'amélioration du climat des affaires, et au secteur privé, à travers un appui multiforme aux différentes initiatives de celle-ci pour jouer un rôle grandissant dans le développement national. L'élaboration du livre blanc de l'AGET, que nous sommes ravis de lancer ensemble aujourd'hui, est un exemple de ce type d'initiative où le secteur privé s'engage en tant qu'acteur privilégié en fournissant sa lecture de la situation économique du pays. Une lecture importante car elle donne le point de vue des plus grandes entreprises qui ont un poids considérable en termes de contribution au budget de l'État à travers les paiements d'impôts, de taxes et évidemment à travers la création d'emplois, comme on vient de le dire. Cette initiative s'encadre aussi dans les efforts de renforcement du dialogue public-privé ainsi que privé-privé, permettant au secteur privé dans son ensemble de participer dans le débat national sur les priorités du pays, à travers la présentation de ses propositions sur la définition de réformes, des politiques sectorielles ou des lois et règlements nécessaires. Cette participation est capitale pour mieux orienter les décisions du gouvernement en faveur du secteur privé dans l'identification des mesures nécessaires pour un développement durable et inclusif dans lequel le secteur privé peut et doit évoluer. Bien que le cadre économique présenté dans le document a changé suite à la crise Covid-19 et ses graves conséquences sur l'économie togolaise et mondiale, surtout pour ce qui concerne les prévisions de croissance, l'analyse générale de la structure de l'économie togolaise et l'identification des difficultés et opportunités pour rendre le Togo plus attractif pour les investissements privés au niveau général et au niveau sectoriel restent valides. En particulier, les recommandations présentées dans le document pour les secteurs identifiés comme à fort potentiel de croissance, tels que l'agro-industrie, l'énergie, la logistique, les services portuaires et les nouvelles technologies, ainsi que sur des thèmes clés tels que la fiscalité, l'informalité de l'économie et encore le financement du secteur privé, méritent d'être prises en considération par les parties publiques ainsi que privées. Nous félicitons donc cet effort de l'AGET de contribuer au processus de gouvernance économique du Togo afin de rendre le Togo un pays prospère, offrant davantage d'opportunités pour tous. Merci beaucoup. Merci à l'Union européenne. Merci, monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo pour ce mot. Comme il l'a si bien précisé, le livre blanc est le fruit d'une contribution collective des membres de l'AGET et c'est quand même quelque chose que l'Union européenne tient à saluer, l'Union européenne qui est le sponsor officiel du livre blanc 2020 au Togo. Nous allons maintenant passer à une autre étape importante de cette cérémonie. Il s'agit du panel, comme je vous l'ai dit en introduction, du panel, riche panel composé de trois experts, trois personnalités. Je vais nommer le représentant résident du FMI au Togo, Dr Jules Tapsoba, monsieur le directeur général de CMA-CGM, Yvain Richard Leroux, et le représentant pays de la Société financière internationale, monsieur Christopher Ballier-Blésiri, sous la modération, s'il vous plaît, du directeur général de la Société des Grands Moulins du Togo. Et donc, nous allons assister à ce riche panel sur le thème « L'attractivité du Togo pour les investisseurs ». Je vais donc faire place à ce panel pour quelques minutes. Merci beaucoup.
Madame et Messieurs les ministres de la République, Madame et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers collègues, chers invités. Ma première question est à destination du docteur Tabsoba, représentant résident au Togo. Monsieur le représentant, lors de la vague de la Covid-19, de nombreux experts annonçaient une très forte dégradation de la situation sanitaire, mais aussi économique et sociale sur le continent africain. Après 6 mois de propagation du virus, les économies africaines sont impactées, mais dans une moindre mesure qu'annoncée. Pouvez-vous nous éclaircir sur l'impact de la Covid-19 sur l'économie togolaise? Merci. Donc je tenais d'abord d'entrée de jeu à remercier AGET pour l'initiative de présentation du livre plan et également pour l'honneur qui a fait d'inviter l'institution que je représente et également apporter mes salutations aux différents invités dans leur cadre respectif. Alors, la question qui est posée d'entrée de jeu est la pandémie actuelle, la Covid-19 et l'impact sur l'économie, et avec un angle sur l'Afrique. Alors, peut-être la meilleure façon d'approcher la question pour le Togo, c'est de voir au niveau africain et comprendre, parce que le Togo n'est pas différent de la majorité des pays africains en termes d'impact. Au début de la crise sanitaire, on pensait que l'Afrique allait être sous les eaux. C'est ce qui était prévu, tout le monde avait paniqué. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas les mêmes effets virulents que dans le monde occidental. Bon, il y a d'aucuns qui expliquent. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là pour expliquer parce que je ne suis pas l'érudit de la question. Mais au niveau économique, il est certain qu'on a un impact. Alors, pourquoi cela? L'impact n'est pas si limité que ça, parce que les économies africaines sont des économies extraverties. Donc, lorsque le monde, en général, en termes d'économie, ou les grandes économies tous, l'impact en Afrique est très fort. Et on l'a observé. Par exemple, pour le Togo, pour revenir au niveau granulaire, le premier cas a été annoncé le 6 mars par là. Et on observe dans les chiffres que sur 3 mois durant, l'économie togolaise a été impactée. Comme on veut dire d'éclaircir, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors, ce qui est bien en économie, c'est les chiffres. Et l'une des sources les plus fréquentes qu'on a, c'est les données Google, à partir des informations sur les smartphones, les connexions et autres. Alors, avec ça, on est capable de dire où la majorité des gens vont. Et on le remarque clairement que dans le cas du Togo, autour du 6 avril, il y a eu un décrochage sérieux dans l'économie. Et les gens ont arrêté d'aller au niveau des activités productives. Et en même temps aussi, l'effet panique, l'effet d'incertitude dans l'économie a été observé. Et les conséquences de ça, comme le Togo est une économie assez extravertie, en étant un hub logistique, un hub financier, il a suffi par exemple que les aéroports s'arrêtent, qu'on voit l'impact. Il a fallu que les bateaux ralentissent leur course, qu'on voit l'impact. Donc, l'économie togolaise aussi, c'est une économie duale. Il y a l'économie formelle, c'est-à-dire les industries qui produisent souvent dans la zone franche pour exporter, ou le phosphate, ou les produits comme ça. Ce secteur-là n'a pas été tellement impacté. Mais l'économie réelle du pays, c'est-à-dire là où il y a le service, le commerce, tourné un peu vers l'inclusivité des acteurs économiques, on a vu un impact sérieux. Et avec le confinement partiel qu'on a eu, les couvre-feux qu'on a eu, il y a eu un décrochage. Et c'est autour du mois de juin, juillet qu'on a revu une reprise. Donc la tendance en Afrique, pour revenir un peu à un niveau général, on va dire qu'il y a eu un décrochage sur 3, 4, 6 mois, et disons 3-4 mois dans les économies africaines, dans un territoire négatif. Et au bout du mois de juillet, juin, on revoit une reprise. Ça, c'est une tendance qu'on voit dans toutes les économies africaines. Alors, l'idée qui est intéressante ici, c'est qu'il se peut que depuis la reprise, on puisse compenser les pertes qu'on a eues durant les 3 mois qui sont sévères. Mais il y a le stigma aussi. La Covid-19 a un impact transitoire comme un impact permanent. Il y a tous ces aspects-là à voir. Soit on veut rentrer dans les chiffres, en termes de décrochage, au pic de la crise, l'économie togolaise au mois d'avril avait décroché d'à peu près moins 10%, grosso modo. Et lorsque ça a repris, au mois de juillet par là, on était autour de 13% de reprise. Donc vous voyez, lorsqu'on va annualiser tout ça, nous on projette au niveau du FMI pour le moment
une croissance nulle. C'est-à-dire, ce n'est pas un territoire négatif ni positif, mais par rapport à un régime de croissance du Togo qui était autour de 5-6%, ça veut dire beaucoup de choses. Pour un point de pourcentage de croissance perdu, ça veut dire beaucoup de pauvreté, beaucoup d'impact sur le moral des investisseurs et autres. Donc, pour résumer un peu la réponse et être bref, la Covid-19 a eu un impact sur l'économie togolaise, mais elle n'est pas spécifique à l'économie togolaise. Je crois que tous les pays africains ont subi ça d'une certaine manière. Là où le Togo a été très frappé, c'est parce que le Togo est une économie plus extravertie que les autres. Et il n'y a pas assez de levier intérieur de croissance pour soutenir cette croissance-là. Si on compare d'autres pays qui sont plus diversifiés, malgré cet effet-là, ils ont repris plus vite que le Togo. Donc je vais m'arrêter là en disant que nous projetons une croissance nulle sur l'économie togolaise, ce qui est un décrochage d'à peu près 6 points du fait de la Covid-19. Merci. Merci beaucoup, docteur. C'est une réponse très claire et qui nous assure en fait de la continuité de l'activité économique au Togo. On est très serein. Ma deuxième question est à destination du directeur général de la SFI, Monsieur Balié-Blésiri. Votre récente nomination, pour laquelle je vous adresse toutes mes félicitations, marque la volonté de votre organisation, la Société financière internationale du groupe Banque mondiale, d'accompagner le Togo dans le développement, d'accompagner que la Banque mondiale accompagne le Togo dans son développement. Qu'est-ce qui justifie cette redynamisation du partenariat entre le Togo et la Banque mondiale, sachant que les investisseurs, lorsqu'ils viennent généralement au Togo, ils sont confrontés à deux problématiques majeures. La première problématique, c'est le fait que le Togo est un petit marché et que le coût de la production est élevé. Quels sont les atouts et les opportunités qui vous ont incité à venir investir au Togo? Merci beaucoup, merci à messieurs les ministres, madame la ministre, à tout le corps diplomatique, au directeur de l'AGET et à tous les membres ici présents. Donc rapidement, juste pour apporter une petite clarification au niveau des appellations. En fait, le groupe de la Banque mondiale, c'est 5 institutions. Donc la première, donc la BIRD et l'IDA, qui sont généralement connus sous le terme Banque mondiale. Donc la Société financière internationale, le MIGA, qui est un fonds de garantie, et le CERDI, donc l'ICSID, qui s'occupe de règlement des conflits. Et juste pour vous donner une petite présentation de la SFI, alors la SFI qui existe depuis déjà une 60aine d'années, c'est 22 milliards de dollars investis jusqu'en d'investissement cumulé en 2020. La SFI, comme la Banque mondiale, est présente sur tous les continents. On investit principalement dans le secteur des infrastructures, de la manufacture, de l'agro-business, de l'agro-industrie, des services. Par service, j'entends la santé, l'éducation, le tourisme, l'immobilier et les institutions financières. On investit aussi en capital investissement et en technologie de rupture. Donc rapidement, c'était juste pour vous donner une idée de ce que c'est la Société financière internationale. Pour répondre à votre question, je l'aborderai sous 3 aspects. Le premier, qui correspond à la stratégie de la SFI, donc, qui est de se rapprocher de nos clients. Je suis toujours un peu mal à l'aise quand on parle de petits marchés, parce que pour moi, je pense que tout est lié à la dynamique économique du pays. Donc si le marché était si petit que ça, je pense que beaucoup d'entre nous ne seraient pas présents dans le pays, parce que le Togo s'intègre dans un système régional et contribue à un certain avancement de l'économie régionale. Le premier aspect, donc, qui est la stratégie du groupe de la Banque mondiale, qui est de se rapprocher de nos clients. On est sorti de ce paradigme qui est du business as usual, donc financer des gros projets d'infrastructure de façon générale, et des projets à 200 millions de dollars, ça court pas les rues.
Et donc du coup, il nous faut descendre d'un cran pour être plus proche de nos clients et en fait des entrepreneurs des pays qu'on accompagne. Et ça signifie justement apporter du capital humain, ma présence, et apporter aussi physiquement donc l'ouverture d'un bureau qui a été motivé aussi par la vision du chef de l'État il y a 1 an de cela. Alors, ceci étant dit, le Togo, la SFI au Togo, le Togo n'est pas nouveau pour la SFI. La SFI a déjà investi et mobilisé autour de 450 millions de dollars. En CFA, on parle d'à peu près, disons, 250 milliards de CFA. Notre objectif aujourd'hui est de travailler à l'accroissement de ce portefeuille d'investissement dans différents secteurs, hein, donc comme j'ai cité auparavant, mais avec un gros focus sur les infrastructures et l'agrobusiness. Et peut-être l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que le Togo a plusieurs atouts. Le premier, c'est sa position géographique. Le Togo est historiquement au centre des échanges commerciaux de la zone et naturellement se retrouve dans une position où les échanges financiers sont courants entre les personnes. Ça justifie aussi la présence d'un certain nombre d'institutions financières sur le territoire togolais. Le Togo a un port autonome qui est le premier port de transbordement de la région. Le Togo, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le Togo est un des premiers fournisseurs de clinker dans la zone de UEMOA, notamment au Ghana, au Burkina et au Bénin. Le Togo est un des premiers, troisième pays réformateur dans le classement Doing Business du groupe de la Banque mondiale et premier en Afrique. Donc il y a pas mal d'avancées. Tout ça est aussi lié à la volonté des autorités de dynamiser l'entrepreneuriat et l'attractivité du pays pour que des investisseurs comme la SFI ou d'autres puissent intervenir. Bon, quand on a dit tout cela, il faut avoir aussi l'humilité de reconnaître qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail parce qu'on a besoin d'avoir de personnel qualifié, on a besoin d'avoir plus d'inclusivité, on a besoin d'avoir un accès à la connexion Internet qui est fonctionnelle, on a besoin d'avoir de l'énergie disponible et à un coût intéressant, on a besoin d'avoir des infrastructures qui fonctionnent, on a besoin d'avoir une meilleure productivité agricole et un meilleur accès aussi au financement. Donc tous ces éléments font partie de ce que j'ai envie de dire, de la panoplie de services que la SFI propose aujourd'hui. Et en tant qu'investisseur, je pense qu'on est au bon endroit, puisque le Togo c'est pas seulement des investissements qui servent que le Togo, mais qui s'intègrent dans un schéma régional qui s'appuie sur les forces des différents corridors qui existent aujourd'hui et qui permettront naturellement de drainer de l'investissement privé sur le Togo. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Blésiri. Ça me permet en fait de faire la transition par rapport à la question que je voudrais poser à Monsieur Richard Leroux, qui est directeur général de la société CMA-CGM. Monsieur Richard Leroux, depuis quelques mois, nous assistons à une très forte volonté des États, notamment les États africains, de s'intégrer, notamment de libéraliser leurs échanges, de supprimer les barrières douanières. Notamment le 5 décembre dernier, nous avons pu observer en fait qu'il y avait une visioconférence entre les 54 chefs d'État et de gouvernement afin de lancer la ZLECAf en janvier 2021. Le Togo, comme on l'a dit précédemment, est un pays à côté de grands pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. En tant que, si vous deviez conseiller à un investisseur dans votre secteur d'activité, donc la logistique, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Pourquoi investir ici au Togo? Notamment, j'avais en tête l'exemple en fait du hub Askai qui fonctionne très bien généralement pour les voyageurs. Est-ce que ce modèle ne peut pas être décliné
pour les marchandises. Et après, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots aussi sur l'implantation des zones économiques spéciales, dont on parle aussi beaucoup ces derniers temps. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres. Je voudrais tout d'abord remercier le bureau de la JET qui m'a fait confiance pour représenter le secteur privé dans ce panel, ce jeune panel, même d'ailleurs, je pourrais dire. Merci Thomas. Donc tout d'abord, il est important de souligner que le Togo a vraiment affiché une certaine volonté dans la mise en œuvre de réformes et pour attirer des investisseurs locaux, des investisseurs étrangers, des investisseurs de la diaspora. Parmi ces réformes, bien entendu, on va parler du plan national de développement. Pour une entreprise comme CMA-CGM, qui est 4e armateur mondial, 6e logisticien avec sa filiale CEVA, bien entendu, nous, comme toutes les entreprises de mon secteur, nous nous intéressons particulièrement à l'axe 1 de ce PND, qui est bien entendu de faire du Togo un hub logistique régional de premier ordre. Donc tout d'abord, c'est un sujet qui a été beaucoup débattu depuis quelques mois. Tout d'abord, le mot hub, je voulais un petit peu le définir. On voit le mot hub un petit peu comme étant une plaque tournante de la sous-région. Et quand on parle de hub, on ne s'arrête pas au port. C'est-à-dire que c'est le pays tout entier qui doit devenir justement cette plaque tournante vers les pays de l'intérieur, vers les pays voisins, mais aussi vers et depuis tous les pays du monde entier. Donc je pense que c'est l'idée qui est vraiment qui est forte dans ce mot hub. Le constat actuel, c'est que le port est un très bel outil qui a été développé depuis de nombreuses années, mais il ne pourra pas à lui seul satisfaire complètement l'aboutissement de cet axe 1. Et même je me permets de dire que ce n'est plus le seul port en eau profonde de la sous-région, que les autres pays aussi aux alentours agissent et réagissent un petit peu pour se concurrencer. J'apprécie quelque part le parallèle que vous faites avec le hub d'Askai, car si le Togo a été choisi comme étant le hub pour le personnel qui transite dans les avions, c'est simplement parce qu'il est simple, facile et rapide d'y transiter pour les personnes, et c'est exactement, je crois, la volonté que le pays a pour les marchandises. Il faut que les marques, ce soit simple de faire transiter des marchandises, soit simple de les faire transborder, ce soit simple et rapide de prendre vos marchandises qui viennent du Togo et de les emmener au Burkina, au Niger, au Mali, et dans l'autre sens, qu'il soit facile d'exporter toutes les marchandises togolaises ou des pays de l'intérieur vers le monde entier. Quelque part, ouais, je suis de formation d'officier de marine marchande, donc j'ai souvent tendance à comparer la logistique à deux locaux. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une restriction, quelque part, ça influe sur tout le débit de la chaîne. Et donc forcément, c'est comme quand vous avez un entonnoir, si vous avez un petit trou, vous ne pouvez pas mettre le robinet grand ouvert, sinon ça déborde, ou ça crée sinon des turbulences à la sortie de l'entonnoir. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je me rappelle de ce que me disait un chef mécanicien quand j'étais élève officier. Il me disait, l'eau, elle est comme toi, elle prend toujours le chemin le plus facile. Et donc voilà, il faut, si le Togo veut vraiment devenir ce logistique, il va falloir donc faciliter, rendre vraiment rapide, travailler vraiment sur la célérité, sur la fluidité. Il va falloir aussi, plus par rapport à l'idée de l'entonnoir, voir tous les points bloquants que l'on peut identifier, les restrictions, les nœuds logistiques, et pour que ce soit simple et facile de transiter au Togo. Et avant forcément de travailler sur une réduction des coûts en pointant tel ou tel acteur de la chaîne, il est important d'avoir vraiment une vision un petit peu plus globale pour essayer de massifier au maximum les flux logistiques du Togo. Donc les recommandations de la JET sur ce point de vue sont les suivantes. Donc c'est forcément de continuer à développer les infrastructures routières, car comme je disais, vous pouvez avoir le plus beau port du monde. Si à la fin vous vous retrouvez sur une seule voie,
vous n'allez pas pouvoir bien fonctionner. Bien entendu aussi développer le ferroviaire, car dans ce petit jeu de la concurrence entre les pays, on sait que les marchandises, par exemple, à haute valeur ajoutée, ont tendance à privilégier le corridor de Côte d'Ivoire parce qu'il y a notamment le fonds de garantie qui n'est pas payé pour les marchandises qui vont vers le Burkina, alors que c'est un surcoût énorme pour les importateurs burkinabés qui importent des marchandises à haute valeur ajoutée. Dans les autres recommandations, nous allons parler de modernisation du quai minéralier et du quai pétrolier. Nous allons parler aussi de la construction de zones économiques spéciales, le développement de ports secs qui va être très important sur tout le territoire. Et bien entendu, autour de ces ports secs, développer un ensemble d'activités logistiques, d'entreposage et des agropoles, donc qui répondent à l'axe 2 du PND. Il va aussi être important de moderniser les prestations de tous les acteurs de la logistique, notamment des compagnies maritimes, je prends sur moi là-dessus. Et il va falloir qu'on digitalise de plus en plus. C'est vrai qu'en plus avec le coronavirus actuellement on a été un petit peu poussé vers cette digitalisation, donc c'est une recommandation qui est encore plus d'actualité maintenant. Et bien entendu une autre recommandation de la GET, c'est de préparer et de lancer une grande conférence nationale de la logistique. L'après-port pour le moment au Togo n'est pas ou peu développé, et quelque part ça a évité de faire des erreurs, et maintenant il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire de notre après-port, comment est-ce qu'on veut quel va être le schéma logistique qu'on va vouloir établir au Togo. Car actuellement on a laissé un petit peu tous les acteurs économiques faire la logistique par eux-mêmes. Tous nos clients burkinabés, nigériens sont devenus des experts de la logistique, surtout le trajet de Lomé ou même de Tema jusqu'à leurs entrepôts. Ils ont mis des personnes qui sont capables de leur dire à quel moment tel camion passe, et voilà. Donc alors qu'à la base c'était pas leur corps modèle, comme on dit. Donc il y aura, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de réduction de coûts s'il n'y a pas une massification réelle des flux, et si on n'a pas aussi et quelque part aussi il faut s'intéresser sur les marges qui sont extrêmement faibles de tous les acteurs de la logistique au niveau du Togo. Les marges sont faibles et les risques sont importants. Donc c'est des points sur lesquels il va falloir travailler. Et si on ne réfléchit pas à l'optimisation, les marges vont rester faibles et les risques importants. Le code des investissements est un grand bond en avant pour nos entreprises. Et nous espérons de tout cœur que ce dernier permette de promouvoir les investissements au Togo, même si pour le moment on n'a pas encore vu beaucoup d'entreprises y adhérer. Nous espérons que très bientôt il sera mis en avant, et même déjà il est peut-être important d'essayer d'identifier quels sont les points bloquants qui font que justement ce code des investisseurs n'est pas encore exploité à sa juste mesure. Voilà, pour terminer, je pense vraiment que le Togo a mesuré un petit peu maintenant toutes les erreurs qui ont été faites, pas forcément au Togo, je vais vous parler de façon un petit peu régionale en Afrique de l'Ouest, des défaillances du système, et essayer peut-être de rattraper le retard qui a été pris sur certains points de la logistique. Et je crois que le Togo ne s'inspire pas simplement de ce qui se fait dans les pays voisins, mais aussi de ce qui se fait dans les pays plus lointains. Voilà, il faut regarder ce qui se fait en Europe, il faut regarder ce qui se fait à Singapour, il faut regarder ce qui se fait en Asie. C'est par ces exemples-là qu'on va pouvoir monter, upgrader la logistique du Togo. Et dernier point aussi, je voulais aussi signaler que le Togo nous montre vraiment qu'il veut renouer un dialogue entre le secteur privé et le secteur public. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons de plus en plus. Et pour reprendre une expression que j'ai entendue hier de la part de notre président de la GET, il faut vraiment que les entreprises deviennent la locomotive. J'espère que ce n'est pas dans votre discours après. Il faut que les entreprises soient la locomotive de la croissance, mais pas simplement un wagon ou une roue. Et nous comptons aussi vraiment sur les membres du panel, sur SFI et sur le FMI pour vendre l'entreprise au pouvoir public. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Yvain.
Une question maintenant de l'ordre un peu plus économique, qui est adressée aux représentants du FMI et aux représentants de la SFI. Monsieur Ballier-Blaiziry, la paternité du terme émergence, pays émergent, en fait, vient d'un économiste de votre organisation, Monsieur Antoine Van Engel. Alors, aujourd'hui, les organisations internationales, même s'il n'y a pas que la notion de PIB par habitant, il y a d'autres critères, les organisations internationales considèrent plutôt que l'émergence ne peut être acquise ou ne peut commencer qu'à partir du moment où un pays fait partie de la liste des pays intermédiaires tranche haute, c'est-à-dire avec des revenus de PIB par habitant supérieurs ou de 4 000 $ par habitant. Ma question actuelle, on parle beaucoup du Togo en ce moment, que ce soit dans les médias locaux, dans les médias internationaux, sur toutes les places que gagne le Togo dans les différents classements, que ce soit dernièrement avec le MCC ou plus généralement avec le Doing Business. Ma question, c'est avec un PIB par habitant à 700 $ qui positionne toujours le Togo dans la liste des pays à revenus faibles. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander, nous en tant que chefs d'entreprise et aussi aux autorités, puisqu'elles sont face à vous, en termes de levier, qui permettrait en fait au Togo d'accéder plus rapidement à l'émergence, c'est-à-dire d'accéder à cette phase de pays à revenus intermédiaires. Et quelles sont en fait les priorités? La stabilité politique, la taille du marché, l'innovation, les infrastructures, le capital humain. Voilà, c'est ces deux questions que je voulais poser. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre totalement. Je vais m'y essayer. Alors, les derniers leviers que vous avez expliqués, je pense que c'est un tout. Hein. Vous avez parlé de stabilité politique, de taille du marché, de niveau d'infrastructure, d'innovation. Je pense que c'est un tout. C'est tous ces éléments qui constituent des leviers pour accéder à l'émergence. Mais encore une fois, je pense que le débat ne se situe pas là. Enfin, en tout cas, je le pense, parce que aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, notamment au Togo, c'est de créer un cadre propice pour attirer des investisseurs, ou en tout cas pour inciter à plus d'investissements du secteur privé. Donc ça passe nécessairement par des réformes et par une certaine facilitation qui est proposée ou apportée dans la gestion des affaires, pour parler plus simplement. Mais la clé de l'émergence, c'est l'industrialisation. Je pense qu'il n'y a aucun pays, en tout cas à ma connaissance, qui a transité de pays en développement pour arriver à un statut de pays, en tout cas qu'on appelle aujourd'hui développé. Donc je pense qu'il y a nécessairement une industrialisation qui passe d'abord par une implication du secteur privé local. Donc cette émulation est nécessaire, puisque l'émergence n'est pas le seul fait de l'État ou des gouvernants. C'est une question qui doit être prise à corps par toutes les couches sociales de la société. Mais cette implication du marché, du secteur privé local incite à aller à une autre étape, qui est l'intégration dans les chaînes de valeur internationales. Je prends un exemple comme le Maroc ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est, qui ont d'abord, en tout cas, réglé des problèmes de santé, d'éducation, de transport, voilà, et qui ont ensuite permis à leur secteur privé local de s'intégrer, par exemple dans le secteur automobile, à l'assemblage
de véhicules automobiles sur leur sol. Ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de l'emploi, ça permet d'augmenter le niveau de vie. Augmentation du niveau de vie dit aussi qu'on pourrait être très basique. On travaille en ville, on gagne un peu mieux, on peut envoyer un peu mieux à ses parents qui sont dans les zones reculées, qui eux-mêmes peuvent faire certaines activités qui sont génératrices de revenus. Donc ça crée un certain équilibre dans la société. Et ensuite, on passe à une phase qui est de dire on est maintenant intégré au système économique mondial. On passe maintenant à une phase d'industrialisation peut-être plus lourde ou plus efficace, j'ai envie de dire, donc plus large, qui permet de capter plus de revenus, qui permet de spécialiser les économies, qui permet, voilà. Donc, je ne suis pas économiste de formation, M. Denseba pourra en tout cas apporter son grain de sel, mais je pense que c'est des étapes importantes. Ce que je pense que les pays africains ne doivent, en tout cas doivent régler dans cette démarche, c'est de veiller à ce que les inégalités ne se creusent pas fondamentalement. Puisque ce développement économique dont on rêve tous s'accompagne en général, dans la majorité des cas, avec des écarts de richesse au niveau des populations qui sont parfois assez importants. Je pense que les États africains ont peut-être cette responsabilité d'investir un peu plus dans cette inclusion sociale qui est demandée. Pour terminer, là où je pense qu'on a quand je dis on, je parle de pays africains en tant qu'Africains, là où je pense que il y a une force qui pourra permettre d'avoir une certaine transition peut-être un peu plus rapide, c'est justement l'utilisation du digital. Pour beaucoup d'entre nous, avec la crise du Covid, la crise du Covid a révélé que beaucoup de choses étaient possibles avec le digital. Avec le digital, on peut aujourd'hui travailler de partout dans le monde sans avoir de rupture dans la chaîne. Avec le digital, on peut envoyer de l'argent à sa maman qui est dans un village éloigné. Avec le digital, on peut réussir à, en tout cas, casser certaines fractures, notamment dans le secteur de l'éducation, pour avoir, par exemple, de l'éducation à distance. C'est très possible aujourd'hui. Le Covid a montré que plusieurs jeunes et enfants en Afrique ont été complètement coupés des circuits de l'éducation. C'est un autre débat, mais c'est simplement pour dire que la digitalisation pourra permettre à l'Afrique peut-être de faire certains bons, mais il y a des étapes qu'on ne peut pas éviter. L'industrialisation est nécessaire et des acteurs comme la SFI aujourd'hui présente au Togo, en tout cas on est engagé à contribuer à l'avancement de cette mission et à essayer d'aider les gouvernants et le secteur privé à mitiger tous les risques environnementaux et sociaux et de gouvernance qui peuvent suivre de cette industrialisation. Merci. Merci. Je vais peut-être continuer dans la même veine. Mon collègue m'a taxé d'être économiste, donc j'aurai des réponses d'économiste. Je pense peut-être que le terme émergence est peut-être un terme assez flou déjà. C'est quoi on appelle émergence? La façon la plus courte que les uns et les autres ont pour définir l'émergence, c'est le revenu. Mais on peut trouver des pays, par exemple des pays pétroliers, qui ont des revenus assez élevés mais qui ne sont pas émergents. Je crois que les exemples sont nombreux en Afrique. Donc pour moi, l'émergence, c'est vraiment pas... Je ne suis pas satisfait du concept. Tout le monde veut être émergent en Afrique. Mais émergence, ça veut dire quoi? À mon avis, c'est un faisceau de changements structurants qu'une économie a, et de telle sorte que ce soit assez inclusif. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les pays qu'on labellise pays émergents, il y a généralement une classe moyenne suffisante, il y a un tissu économique, pas forcément industriel, mais un tissu économique suffisant, il y a un tissu financier suffisant, il y a un capital humain suffisant. Donc c'est un faisceau. Il est difficile de définir ce que c'est qu'une économie émergente. Par contre, ce qu'on peut définir, c'est une économie en mouvement vers le développement et l'inclusivité. Ça, on peut suivre et mesurer. Mais dire qu'on est émergent, même des pays comme la Turquie ou autres, on va dire à quelque part, c'est pas émergent. Même les États-Unis, quand on y vit, on voit des poches
On dit, bon, on est émergent, mais on ne peut pas avoir une telle pauvreté. Donc, à mon avis, il faut peut-être clarifier cette notion avant de rentrer dans le sujet. Alors, l'autre élément que je voudrais ajouter avant de vraiment répondre, c'est le choix judicieux du thème, c'est-à-dire l'attractivité de l'économie togolaise en termes d'investissement. Mais ma peur, c'est que la compréhension jusque-là est destinée à attirer les investisseurs étrangers. Et je pense qu'il est important de voir aussi les investisseurs locaux et régionaux. Ça, c'est très important. Donc pour moi, peut-être la vision même devrait être sur le chemin de l'émergence, comme on le dit. Il faudrait que la marque Togo soit capable d'attirer autant l'investisseur qui est assis à Singapour ou l'investisseur qui est ici, les champions internationaux, si on veut bien les champions nationaux. Il faudrait que ça, ce soit une notion claire. Maintenant, le troisième et dernier élément pour tracer les fondations de ma réponse, c'est la vision. Il est toujours important pour une économie qui se développe d'avoir une vision. Si on n'a pas de vision, on ne sait pas là où on va. Et je crois que c'est en train de venir. Si on prend l'histoire économique de l'Afrique, la planification a été au centre à un moment donné des économies. Après, ça a été délaissé, c'est en train de revenir. Ceci me permet de glisser naturellement au PND. Et le PND, pour avoir vécu ici 3 ans et avoir participé à certains échanges lors de la rédaction, je trouve que c'est un outil de vision assez innovant par rapport aux autres. Si vous faites un tour dans beaucoup de pays africains, vous prenez le PND, vous enlevez le nom du pays et vous lisez le document d'un autre pays, vous avez le même concept. Le Togo a changé la dynamique, parmi les pays qui ont changé la dynamique. Le contexte Togo est vraiment contextualisé dans le PND. Et lorsqu'on sait où on va, on court mieux avec ses chaussures. Donc, si vous prenez le PND, vous avez les faisceaux hub logistique, hub régional, industrialisation légère, et après il y a le socle social. Donc, déjà, ça, c'est un faisceau de changement structurel qui peut amener à une autre étape. Pas forcément ce qu'on va appeler émergent ou ce qu'on va appeler... On ne sait même pas quand est-ce qu'on arrive à être émergent, on sait seulement qu'on avance. Moi, je dis tout le temps, la métrique, c'est de prendre les économies il y a 10 ans, il y a 20 ans, où est-ce qu'on en était. Lorsqu'on regarde l'Afrique de façon générale se développe, le Togo se développe. Mais effectivement, l'agent économique est souvent impatient de voir les résultats dans son assiette, ce qui est normal. Maintenant, lorsqu'on demande quelles sont les recettes pour y arriver, quelles sont les recettes pour se développer, je suis économiste de développement à la base, il n'y a pas de recette miracle. Celui qui me dira qu'il y a une recette miracle pour se développer a menti. C'est souvent des coups de chance, c'est souvent l'histoire, mais il y a des faisceaux quand même qu'on observe qui sont là. Et un des faisceaux, c'est la stabilité macroéconomique. Je ne dis pas ça parce que je suis FMI, je représente le FMI, mais quand on regarde, la plupart des pays qui ont pu créer des structures, un environnement intéressant pour le secteur privé qui se développe, c'est quand l'État se contrôle soi-même. C'est quand l'État ne fait pas d'effet d'éviction, ne prend pas la place du secteur privé. Et ça, c'est important. La stabilité macroéconomique, la tradition, je pense que c'est la méta des politiques. Si vous faites un petit tour des pays africains, des 54 pays, vous allez voir les pays qu'on cite, qui sont des modèles et autres, ils ont mis 5-6 ans à avoir de la stabilité macroéconomique et ils sont restés dedans. Quand la dette n'est plus un problème, quand on ne se préoccupe plus de la dette, l'investisseur viendra pour être, parce qu'il sait que s'il met ses billes dedans, il aura son argent en retour. Quand chercher à taxer une petite base économique n'est plus la règle, c'est-à-dire certaines entreprises ne vont plus avoir à se plaindre, nous sommes surtaxés et autres, c'est assez inclusif. Quand la dépense est bien exécutée, c'est assez inclusif. Quand le taux de change est stable, ça permet une prévisibilité dans les investissements. Donc pour moi, la base c'est cela. Bon, la stabilité politique, c'est un autre domaine. Ça, ce n'est pas une réponse économique. Mais il est évident que la stabilité politique et l'absence de conflit, c'est également un trait structurant pour se développer. Maintenant, l'autre élément, je pense, qui est important, c'est ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, c'est le secteur privé. Il faut faire tout pour que le secteur privé se sente à l'aise. Lorsqu'on met l'argent, qu'on puisse faire des bénéfices et en sortir tranquillement, qu'il n'y ait pas de concurrence, que tout soit transparent. Et tous les pays qu'on cite souvent, Rwanda, Singapour et autres, la base, c'est la vitesse de faire les affaires. Donc c'est pour ça, je vais peut-être diverger un peu de mon collègue qui a parlé d'industrialisation. Tout le monde n'est pas appelé à s'industrialiser. Industrialiser veut dire une certaine base, une certaine compétitivité. Si vous êtes dans des zones, je veux dire la région UEMOA, majoritairement Sahel et puis côtier, on voit l'énergie n'est pas un avantage. Le capital humain n'y est pas d'abord. Le marché intérieur n'y est pas.
même si on est dans un certain UEMOA, 300 millions d'habitants, vous ajoutez le Nigeria, on saute, on double la capacité, vous voyez. Donc, je veux dire, pour moi, l'important, c'est la chaîne de valeur. C'est un concept aussi que vous avez mentionné. On peut s'insérer dans la chaîne de valeur, par exemple, de la finance internationale. On peut s'insérer, par exemple, dans la chaîne de la valeur, des valeurs de la logistique internationale. C'est ce qui est important. Voir là où se trouve son avantage comparatif. Se réfléchir l'économie du Togo, où est-ce qu'on est compétitif. Et j'ai toujours dit, pour le Togo, par exemple, un des faisceaux de compétitivité que je vois, c'est le coût salarial. Ça, on est compétitif lorsqu'on compare dans la région. Donc, dans le PND, amener les industries légères, telles que le textile et autres, c'est vraiment une vision. Le hub régional, en termes de finances, c'est un avantage historique qui est là, les accords de siège. Même si c'est un avantage, d'autres peuvent donner des accords de siège pour compétir. Mais ce que j'ai peut-être déploré sur ce segment, je pense qu'il n'y a pas encore d'avantage comparatif construit, c'est que je n'ai pas encore vu un Togolais qui a créé une banque. Alors que dans la région, la dynamique maintenant, c'est dans cet esprit-là. Les gens quittent le secteur informel, ils arrivent à rentrer dans le secteur formel et dans un secteur formel très rentable qui est la banque. Vous voyez, il y a des dynamiques de création de champions nationaux. On ne peut pas dire qu'on attire les investisseurs internationaux quand soi-même on n'a pas un investisseur qui est capable de tenir tête à l'investisseur international. Alors que le PND, par exemple, est construit à 2/3 sur le secteur privé, par exemple. Et le dernier, enfin, pas le dernier, mais un des éléments que je voudrais ajouter, c'est la diversification. Lorsque vous êtes concentré sur 2 ou 3 produits, évidemment, vous n'allez jamais créer une classe moyenne suffisante pour bénéficier de ça. Ce sera ceux qui vont travailler dans ce secteur-là, on voit les pays pétroliers, on voit les pays qui sont riches en or ou d'autres, ils s'en sortent pas. Les matières premières, ce n'est pas le chemin à suivre, c'est transformer. On peut ne pas avoir de matières premières, mais on peut se positionner dans la finance, on peut se positionner dans la tertiarisation. Ça existe aussi. Dans l'économie du savoir, il y a pas mal d'éléments à mener. Mais lorsqu'on a dit tout ça, il faut se préparer à saisir sa chance. Il y a la question chance, mais il y a la question être prêt. Généralement, il y a des gens, la loterie vient peut-être, ils perdent le ticket. Si tu es un joueur de loterie que tu n'as pas gardé ton ticket, le jour que ça donne, tu ne peux pas. Donc, à mon avis, lorsqu'on a dit ça, il faut mettre aussi les éléments de recevoir. Par exemple, un des éléments très frappants dans les économies africaines, en particulier le Togo, c'est la préparation du capital humain à absorber l'investissement. Ça, souvent, il faut qu'on travaille là-dessus. Ce n'est pas seulement l'éducation, ce n'est pas seulement la santé, c'est aussi être capable de se nourrir correctement, avoir les transferts sociaux qui permettent d'éviter la vulnérabilité. Il est facile pour quelqu'un de tomber dans la pauvreté, mais il est titanesque de s'en sortir. Donc c'est éviter cela. Les filets sociaux, c'est important. Le capital humain est important. L'industrialisation, mon collègue en a parlé. Certes, c'est vrai, tout le monde veut s'industrialiser, mais l'industrie ne veut pas forcément dire transformer des matières premières. Ça peut être une industrie bancaire, ça peut être une industrie pharmaceutique. Il faut penser où se trouve son avantage comparatif. Et l'autre élément qui est important de se préparer, les économies africaines sont très formelles, et informelles disons. Lorsqu'on regarde le Togo aussi, c'est là pareil. Il faut amener les gens à se formaliser. Ça implique beaucoup, c'est pas une réponse simple. Il y a de la digitalisation, il y a la simplification des procédures, il y a la culture, des choses. Mais à terme, il faudrait qu'on pense à des stratégies, comment formaliser l'informel. Facile à dire, mais titanesque à faire. Et enfin, tout le monde a mentionné ça, je crois, jusque-là, c'est la transition numérique. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de téléphone portable dans nos vies. Aujourd'hui, tout est fait avec le téléphone portable. Et nos vies, si par exemple, que nous on salue en tout cas, et que beaucoup d'économies saluent, a montré que la technologie peut faire beaucoup de choses. La COVID-19 montre effectivement ça, mais je crois que les pays qui ont commencé cette transition-là pourront aller loin. Il faut qu'on pense à ça, comment on peut faire ce saut technologique-là. Et dernier élément, le Togo étant une économie intégrée à un ensemble, il est important d'avoir une politique. Être champion de l'intégration régionale, c'est la clé. Le Togo, 8 millions d'habitants, ne pourra pas réaliser ce qu'il pense. Par contre, lorsqu'on a une vision régionale, CEDEAO, ECOWAS, tout ça, et CEUMOA, on va loin. Et je pense que le Togo est déjà champion avec certains sièges ici. Mais pousser cet agenda-là est très important. Et ça rejoint l'intervention de mon collègue de CMA, la simplification des procédures, s'intégrer, le développement des corridors et autres. Je pense que je ne pourrais jamais répondre. Je vais passer 2-3 heures à parler. Mais j'ai essayé de donner des faisceaux structurants qui font qu'on peut aller d'une économie en mouvement vers le développement. Mais l'émergence, pour moi, ça n'existe pas. C'est un concept peut-être politique qui entraîne les gens. Mais c'est difficile de dire qu'une économie est émergente à un moment donné. Merci.
Merci beaucoup, messieurs les représentants. Je pense que les réponses, en tout cas, ont été très claires. Je vais juste rebondir en fait et finaliser sur une dernière question à mon collègue Yvain par rapport au capital humain. Donc, effectivement, on a la chance et on le souligne peut-être. C'était une volonté de ma part de le souligner, de travailler tous les jours avec les Togolais. On sait que la population togolaise, elle est quand même, on peut dire que du bien en tout cas sur les travailleurs, en tout cas que ces personnes sont éduquées, qu'elles veulent travailler en tout cas de façon ardue et qu'elles ont aussi une ouverture d'esprit, qu'elles elles ont une dimension aussi entrepreneuriale. Donc par rapport à ça, même s'il y a tous ces côtés positifs, on observe aussi qu'il y a un manque d'institutions, en fait, d'établissements, notamment d'éducation professionnelle. Donc je voulais avoir votre avis par rapport à ce déficit d'éducation, en tout cas professionnelle au Togo. Merci beaucoup. C'est une question difficile. Voilà, il faut naviguer doucement. Au sujet de la formation, il est important de souligner que la formation professionnelle, pour diverses raisons, peut-être même des raisons de budget, ne forme pas forcément suffisamment d'ingénieurs et de top managers au Togo. Bien souvent, les meilleurs élèves ou ceux qui ont l'avantage d'être bien nés partent refaire leurs études en Europe, aux États-Unis, en Asie, et reviennent parfois, souvent, je l'espère, au Togo pour aider le pays à se développer. L'AGET a d'ailleurs été à l'initiative de l'émergence du CFMI, le Centre de formation au métier de l'industrie, mais qui a vocation justement à aider à former ces ingénieurs de demain, mais il faudrait 10, peut-être même plus de centres encore comme ce CFMI pour vraiment répondre à la demande locale. Les entreprises qui sont membres de l'AGET, comme CMA-CGM, souhaitent employer quelqu'un dans une position parfois qui est très spécifique, et du coup on est obligé de les former sur le tas. On prend des stagiaires, et c'est notre contribution pour professionnaliser la jeunesse du pays. Voilà, je me permets encore de prendre mon exemple d'officier de marine marchande. Quand j'ai commencé, avant d'avoir un brevet de chef mécanicien et presque de commandant, j'ai commencé comme élève officier pendant 1 an sur les bateaux à peindre le pont en plein golfe Persique, ou à piquer la rouille quand c'était l'hiver, et c'était une étape vraiment importante et qui est quelque part où je ressors grandi, et ça donne un petit peu ça humanise un petit peu les ordres qu'on est amené à donner après aux personnes. Donc vraiment, il faut vraiment que cette formation professionnelle soit vraiment mise en avant, et que ces stages soient encadrés, soient encouragés, et voilà, quelque part de lever un flou parfois sur le statut du stagiaire dans nos entreprises. Enfin, je sais pas, moi en tout cas en ce qui me concerne, des fois je sais pas trop comment bien employer les stagiaires, comment le faire de façon, voilà, ce serait bien d'encadrer vraiment ce statut-là. Dans mon secteur d'activité, encore une fois, on peut prendre l'exemple des ports d'Europe du Nord quand on parle de formation professionnelle, qui dès l'après-guerre ont voulu moderniser justement tous leurs ports. Donc maintenant on peut dire qu'ils ont été dépassés par pas mal de ports asiatiques, mais quand on regarde Rotterdam, quand on regarde Anvers, c'est des ports qui se sont extrêmement modernisés et qui ont amené un petit peu leur population à se former et à se professionnaliser. Je vais aller vite. Et on voit maintenant, quelques années plus tard, que ces pays qui ont justement fait le choix de la formation et de la professionnalisation ont des salaires qui sont très élevés et ont des taux de chômage qui sont très bas. Donc c'est vraiment des exemples sur lesquels il faut vraiment s'inspirer et agir plutôt que de réagir. Ensuite, voilà, juste un dernier petit mot, donc c'est le fait que quand vous parliez justement
des entreprises qui étaient sur d'autres marchés comme les États-Unis, comme l'Europe. Je veux simplement souligner que les entreprises qui sont membres de la JET doivent satisfaire non seulement aux règles fiscales et aux règles sociales du pays, et même toujours aussi aller au-delà. En interne, nous avons tous des chartes éthiques. Quand nous travaillons avec des partenaires, nous faisons signer des chartes partenaires quelque part pour les engager à respecter bien entendu les règles. Et bien entendu, bien souvent aussi les entreprises qui sont membres de la JET vont au-delà de ces obligations, et en faisant des accords d'entreprise, en mettant en place des assurances santé, en mettant des grilles salariales qui leur sont spécifiques. Donc globalement, si une entreprise souhaite se développer sur certains marchés, elle doit aussi aller au-delà des réglementations et des règles locales. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. On est un peu pris par le temps, c'est dommage. En fait, on aimerait vous entendre parler pendant des heures, mais on a un planning à respecter aussi. Donc, en tout cas, pour ma part et je pense pour les membres de la JET, on vous remercie beaucoup de vos interventions. Je vais laisser la place au président de la JET, M. Jonas Daou. Merci aux intervenants de ce panel. On va maintenant donner la parole au président de la JET pour la présentation du livre blanc 2020 ainsi que son résumé. Merci. Merci à nos brillants panélistes. Et comme disait le maître des cérémonies, on pourrait vous écouter toute la journée parce que vos contributions sont riches et puis nous préparent à ce qui est le rêve de la JET, contribuer à une émulation entrepreneuriale et du secteur privé plus efficient. Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur privé, et de la promotion de la consommation locale, Madame la ministre de la Promotion des investissements, Monsieur le ministre de l'Économie maritime et de la Pêche, ex-collègue du bureau de la JET, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame l'ambassadrice de France, merci beaucoup pour votre présence. Monsieur le conseiller économique du président de la République, Monsieur Clément Maouli Ahialé, ancien président de la JET, Monsieur le vice-président de la JET, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chers membres de la JET, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, de la presse publique et privée, je voudrais, au moment de commencer cette présentation, d'abord vous remercier tous pour avoir répondu à notre invitation pour le lancement de l'édition 2020 du livre blanc de la JET et aussi avoir fait le déplacement de l'hôtel Onomo. Bien entendu, mes remerciements s'adressent également à nos autres collègues qui, pour des raisons que vous savez, n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui sûrement nous suivent en direct. Et comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 est passée par là et nous impose dorénavant de repenser nos modes de fonctionnement. Donc, un mode de fonctionnement voulu, disposition de présentation adaptée. Et pour les milieux d'affaires, la Covid-19 n'est pas seulement qu'une pandémie pour laquelle il suffirait, comme certains le voient, de trouver un vaccin dans les semaines ou mois à venir et ça serait fini. Non. Pour les milieux d'affaires, c'est une révolution. C'est une révolution qui ne fait que commencer,
qui va durablement pousser les entreprises à repenser leurs investissements et le modèle d'innovation. Et cet après-midi, en guise de présentation du livre blanc de l'AGET, innovation et investissement seront donc les maîtres mots. Et c'est la base sur laquelle nous avons bâti et conceptualisé le livre blanc 2020 et je vous en parlerai tout de suite dans les détails. Mais avant de donner ces détails, je voudrais m'acquitter de 3 petits devoirs. Le premier, c'est que si cet après-midi j'ai l'honneur de présenter le livre blanc, il faut dire et préciser que en réalité, tout le mérite du livre blanc revient au président Ayaré. Parce que c'est lui qui a piloté l'ensemble du processus de l'élaboration du document avec le bureau exécutif qu'il dirigeait et l'ensemble des membres de l'association. Je fais que cueillir un fruit déjà mûr. Et c'est tant mieux. Donc, M. Ayaré, si vous pouvez souvent arroser les arbres, produire des fruits pour que je vienne prendre, je ne dirais pas non. Secondo, cette nouvelle édition du livre blanc n'aurait pas vu le jour sans doute sans l'étroite collaboration entre la JET et le gouvernement. Je voudrais ici, au nom de tous les membres de la JET, exprimer notre reconnaissance aux membres du gouvernement, ceux qui sont là ici, ceux que nous avons rencontrés pendant les 1 année qu'a duré le processus d'élaboration. Et nous souhaitons vous dire que les rencontres et les échanges que nous avons régulièrement nous permettent d'améliorer notre compréhension du cadre macroéconomique, mais aussi améliorer l'efficacité de nos actions au niveau microéconomique et dans nos entreprises. Et enfin, le 3e devoir va pour la délégation de l'Union européenne qui nous a apporté son soutien pour cette édition 2020, mais également nous avait apporté son soutien pour les 3 éditions précédentes du livre blanc. Alors, après l'édition 2008, puis 2010 et 2015, nous avons réalisé celle de 2020 et nous avons plus ou moins pris l'engagement d'être réguliers et de faire une mise à jour tous les 4 ans. Donc, et la prochaine édition sera plutôt 2024. Il est important également de dire que la rédaction du livre blanc procède de la vision des chefs d'entreprise, membres de la JET majoritairement, mais nous avons écouté aussi beaucoup d'autres, notamment des jeunes start-upers, les responsables de quelques PME, donc de la vision que nous avons de l'économie togolaise comme étant un environnement propice aux affaires et qui devrait continuer à s'améliorer et accélérer son attractivité. Donc les échanges que nous venons d'avoir avec les membres du panel nous montrent effectivement qu'il y a des socles de potentiel à aller chercher, qu'il y a des attitudes et des systèmes de mise en œuvre qu'il faut changer ou améliorer, et ainsi nous pourrons contribuer efficacement à transformer l'écosystème, parce que l'économie justement d'un pays, c'est tout un écosystème. Ce n'est pas que le pouvoir public qui fixe les règles et on applique, et ce n'est pas que les entrepreneurs qui créent de la richesse. Donc c'est ensemble, nous nous tenons dans un écosystème qui fait que chacun d'entre nous doit apporter une certaine efficience et une amélioration, un changement de paradigme, parce que je me rappelle, dans le PND, le maître mot qui avait été fixé à l'époque du lancement du PND, c'est de dire le changement du paradigme. Donc nous voulons justement contribuer à ce changement durable et soutenable du paradigme. Et le livre blanc, qui est donc le fruit de cette analyse que je viens de décrire, nous a conduit à identifier les secteurs que nous pensons être les plus amènes de contribuer à une accélération de la transformation structurelle de l'environnement des affaires et de l'économie nationale. On a déjà dit tout ce que la JET est, 1000 milliards de chiffre d'affaires,
c'est sympathique, mais nous voudrons multiplier ça par 5. Et pas seulement en augmentant le nombre des entreprises membres, mais également en augmentant le fruit et le produit de nos activités. Sur le plan national, il faut dire que la JET, pour dire ce qu'elle fait, a énormément contribué à l'amélioration du nouveau Code général des impôts, celui de 2018. Après sa parution, la JET a énormément contribué à son amélioration, ce qui fait que dans la loi de finances 2020, il y a eu beaucoup de modifications qui sont dues justement à la contribution de la JET. Il y en a encore qui n'ont pas été prises en compte, mais je suis persuadé que avec l'écoute et l'attente de nos partenaires du gouvernement, nous pourrons continuer à pousser vers une fiscalité plus efficiente et plus efficace, non seulement à apporter des recettes pour l'État, mais également qui contribue à faire des entreprises la locomotive de la création et de la valeur. Nous avons également travaillé avec le gouvernement lorsqu'il était formulé le nouveau code des investissements que nous souhaitons continuer par regarder ensemble, et nous avons effectivement apporté une très grande contribution dans le cadre de la réalisation du forum Togo Union européenne. Je voudrais quand même ajouter que nous ne faisons pas que du dialogue privé-public. Nous avons aussi un fort intérêt à tout ce qui concerne le dialogue privé-privé, et dans ce cadre, nous sommes très disponibles pour échanger avec nos autres partenaires du secteur privé, et je me réjouis d'ailleurs de la présence du président de la Chambre de commerce à nos côtés, que je salue, et le conseil du patronat a également envoyé une délégation. Aujourd'hui, au niveau du dialogue privé-privé, la vision de la JET est de redéfinir une stratégie de redynamisation, de sorte à ce que le secteur privé togolais puisse être un secteur privé plus performant et plus présent dans le quotidien de la société togolaise et des Togolais. Parce qu'en général, quand on parle d'entreprise, le commun des Togolais, ils ne savent pas ce que c'est. On ne voit pas très bien ce que c'est. Et donc, nous pensons qu'il est important que nous soyons plus présents dans le concept et dans le know-how des citoyens togolais. Et enfin, au niveau de nos actions, il faut dire aussi que nous faisons aussi de la collaboration avec les institutions internationales, notamment le FMI, avec lequel nous avons eu beaucoup d'échanges, et spécialement dans le cadre des 5 revues du programme de facilité élargie de crédit, et également avec la Banque mondiale, la représentation de la Banque mondiale, où nous avons apporté de la contribution lorsque le groupe de la banque travaillait à son diagnostic ou bien à son programme pays pour le Togo pour la période 2017-2020. Donc c'est en se basant sur l'ensemble de ces expériences, sur les échanges que nous avons eus avec les autres, que nous avons pu drafter, en tout cas affiner le livre blanc que nous présentons cette année. Et pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de regarder les précédentes éditions, vous verrez tout de suite que dans le format, nous avons complètement chamboulé la manière dont nous présentons le livre blanc. Et cette fois-ci, parce que les précédents partaient d'une analyse macroéconomique pour dresser un peu et si on faisait ci et si on faisait ça. Donc parfois ça donne l'impression de vœux pieux. Et ce que nous avons souhaité dans le cadre de cette nouvelle édition, c'est d'être pragmatique. Donc nous nous sommes intéressés, nous avons fait un benchmark et puis nous avons identifié ce que nous pensons être des secteurs d'accélération pour l'économie togolaise, et nous avons sélectionné les plus importants pour nous, et nous nous sommes attelés à travailler ces secteurs-là. Donc au lieu de rester dans une analyse macro un peu large, nous avons fait un focus
sur un certain nombre de secteurs clés et nous en avons retenu 14. Je vais peut-être les citer rapidement, mais je n'irai pas dans les détails parce que vous trouverez les détails dans le livre blanc qui est disponible, qui sera publié sur le site web de la JET, mais dont les versions physiques sont également disponibles. Monsieur Le Paulmier et son équipe sont là pour en donner à ceux qui ne les ont pas. Donc le premier thème, bien entendu, l'agro-industrie, donc toute la chaîne de valeur qui est sous-tendue par ce secteur, l'industrie. Et ben voilà, ça avait l'air un peu de l'industrie classique. On achète une machine, on met une matière première et puis on ressort un produit emballé, mais je vais emprunter aux représentants résidents du FMI la définition qu'il a amenée, que l'industrie telle que nous l'avons également définie et proposée dans le livre blanc ne s'arrête pas qu'à ça. Donc elle va même aussi à l'industrie des services. Et le troisième thème, c'est les nouvelles technologies et la digitalisation. Le cinquième thème, les ports, les zones économiques spéciales, les services portuaires. Ensuite, la logistique et le transport. Et vous voyez bien que dans le livre blanc, nous avons tout de suite séparé le port et nous avons fait de la logistique et le transport un autre sous-secteur parce que justement, la tendance à les mettre ensemble font très vite que le port état déjà là, grand, il y a tellement à dire dessus, on oublie tout de suite que si on sort du port et qu'on n'a pas l'infrastructure appropriée, en fait, il est sympathique le port, mais ça ne va pas plus que ça. Et le septième thème que nous avons sélectionné, retenu, c'est le tourisme. Et nous estimons dans notre analyse que le Togo regorge d'un potentiel touristique énorme, qui est inexploité, même la capacité hôtelière, et qui a sans doute quelque chose à faire dans ce secteur. Il vous souvient que, je pense que personne ne me démentirait, mais en Afrique de l'Ouest, même peut-être dans toute l'Afrique, il n'y a pas un pays où on fait la cuisine comme au Togo. Franchement, il n'y en a pas. Et rien que la cuisine, ça peut être un outil touristique, un outil d'exportation, un outil de premier de classe, quoi. Et donc, c'est l'analyse que nous en avons faite. Et au-delà des industries comme ça que j'ai citées jusqu'au septième thème, il y a quand même des process et des processus, notamment la question de la fiscalité, où nous pensons que, et je le dirai tout à l'heure si c'est possible, que même la Covid aujourd'hui nous donne l'opportunité de réinventer notre fiscalité. Et ensuite, la justice, les questions de la gestion de la justice, et les questions de recours, parce qu'un des gros problèmes des entrepreneurs du secteur privé au Togo, c'est son incapacité à avoir des voies de recours. Et il est important donc que si nous voulons que l'entreprise et le secteur privé se développent, que nous ayons une justice qui s'en occupe de manière efficiente. La question du foncier, c'est le sous-secteur 10. La question d'énergie, l'électricité coûte cher, pour le dire très simplement. Ça coûte cher, parfois même très cher. Et il faut qu'on le regarde avec beaucoup de sérieux. Et puis après, on ne s'est pas contenté de toucher les autres. Nous sommes revenus aussi pour choisir au niveau du thème 12, le secteur privé lui-même. Quelle est sa composante? Qu'est-ce que c'est le secteur privé? Comment les acteurs du secteur eux-mêmes se voient et comment les parties tiers, l'État, les partenaires publics et privés, les partenaires sociaux voient le secteur privé. J'ai personnellement participé récemment à quelques échanges sur le nouveau code du travail. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques partenaires sociaux et ça m'a renforcé dans le fait que ce thème que nous avons choisi de développer était très important parce que même nos employés, nos partenaires semblent avoir besoin de mieux comprendre ce que c'est qu'une entreprise et le secteur privé. Et au sous-thème 13, nous avons pris le Togo lui-même. Qu'est-ce qu'on tire
de tous les classements et tout notre positionnement international. C'est un outil de compétitivité, c'est un outil de la guerre économique. Qu'est-ce que nous en faisons? Et quelle est l'image que nous voulons donner du Togo et quelle image nous voulons vendre? Donc, toutes les questions liées à la notion d'influence et de soft power de la destination Togo, nous les avons développées au niveau du thème 13. Et enfin, nous avons développé un dernier thème, le thème 14, qui s'attaque aux questions de partenariat et d'intégration régionale. Et je pense que nos panélistes tout de suite sont revenus sur cette question énormément. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Donc nous avons besoin de l'ensemble de la sous-région pour pouvoir non seulement développer notre stratégie, le PND par exemple, mais nous avons besoin d'eux pour pouvoir le rendre efficient et avoir des résultats probants. Alors, lorsqu'on a fini de faire ce travail, j'aimerais aussi rapidement dire qu'en fait, on a fini ce travail à la fin de l'année 2019 et on s'était préparé pour son lancement quand il y a eu la Covid. Et nous avons été obligés, nous ne pouvions pas revenir devant nos partenaires avec la même copie parce que la Covid a rebattu un tout petit peu les cartes. Donc nous avons pris un peu de temps pour procéder à une analyse additionnelle, pour repasser nos analyses à la moulinex de la Covid et recracher un nouveau document qui prend en compte les enjeux futurs liés à ce que la Covid nous a enseigné. Et enfin, dans le document, après l'analyse de ces 14 sous-secteurs, nous avons fait une série de propositions. Pour aller à la conclusion, j'aimerais demander l'indulgence de mes collègues de la JET pour résumer l'ensemble de nos recommandations et de notre vision, sans être réducteur, qui sont contenus dans le livre blanc. Je voudrais les résumer en deux mots que j'avais déjà annoncés: investissement et innovation. D'abord, des investissements massifs et de qualité en temps, en ressources, donc ressources humaines, ressources financières, tout ce que vous entendez par ressources, et dans les sous-secteurs que nous avons et les processus que nous avons définis. Et ensuite, innovation dans les modes de mise en œuvre. On ne peut pas continuer par faire les mêmes choses de la même manière et espérer un résultat différent. C'est pas possible. On le sait, on connaît tous l'adage. Et donc, il nous semble qu'il est très important d'innover, d'encourager la jeunesse à être plus créative et libre de réinventer même la roue au besoin. Elle a 3000 ans la roue. Peut-être qu'elle devrait aller à la retraite. Et nous savons qu'avec ces 7 ou 8 millions d'habitants, le Togo est obligé de conceptualiser son marché à minima sur la CEDEAO et ses 350 millions d'habitants, et même aujourd'hui avec la ZLECAf sur l'ensemble du continent africain. Donc ça demande une démarche beaucoup plus différente et beaucoup plus large. Et comme nous sommes pris par le temps un tout petit peu, et que je demande, j'ai déjà dit 3 ou 4 fois qu'il faudrait innover, réinventer l'environnement économique. Moi-même, je vais réinventer mon petit papier en coupant une partie. Et ce que la JET souhaite faire dans les années à venir, c'est 2 choses. La JET veut d'abord vendre l'entreprise, ce qu'elle est, ce qu'elle veut, et aussi surtout ce qu'elle n'est pas. Nous voulons donc vendre cette entreprise-là au pouvoir public et aux différentes organisations, aux partenaires qui sont avec nous. Ça, c'est la première chose que la JET veut faire. Et la deuxième chose que nous voulons faire à la JET, c'est de vendre aux entreprises et aux investisseurs le Togo, ses atouts, son potentiel, ses opportunités et sa capacité d'accepter, d'innover. Et
je vais m'en arrêter là et dire merci encore une fois à tous les membres de la JET pour leur engagement aux côtés de notre organisation pour en faire une organisation qui est une force de proposition, une organisation de collaboration, de sorte à ce que nous puissions créer de la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'écosystème. Et avant de repasser la parole à notre MC, je voudrais m'acquitter rapidement d'un petit devoir. Oui, Madame Rachel, voilà. Voilà, merci, venez. Je vais inviter Madame Marisa Dotevi, la directrice générale de Deloitte, une de nos collègues membres de la JET, à m'aider à accomplir ce petit devoir. Monsieur le Président Ayale et l'ensemble des membres de la JET m'ont fait l'honneur de me désigner pour vous remettre ce présent en remerciement de tout ce que vous avez fait pour notre association, mais également pour l'économie togolaise. Soyez-en remerciés et je souhaite que vous restiez à nos côtés pour continuer ce très long chemin dont vous avez écrit de belles pages. Je vous remercie. C'est maintenant clair, la JET veut repartir sur de nouvelles bases. Elle est décidée à revenir sur redorer le blason du secteur privé togolais. Nous allons atterrir doucement, pas tout à fait, mais on va atterrir doucement en ouvrant une série de questions-réponses, 3 au maximum en présentiel comme en ligne, pour permettre aux panélistes et au président de la JET ainsi qu'à ses collaborateurs de répondre rapidement à certaines inquiétudes relatives à cette présentation du livre blanc 2020 de la JET. Et donc la parole circule. Il y a un micro-baladeur qui est en train de circuler sur la tente. La parole est à qui veut la prendre. Vous vous présentez, votre nom, vous représentez quelle institution et vous posez votre question. Une série de 3 questions maximum pour qu'on puisse clôturer en toute beauté. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, on va passer rapidement à une autre étape parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout est clair. Il y a quand même en ligne, on ne me signale pas de questions également. Ça voudra dire que c'est bon, tout est clair. Le livre blanc 2020 de la JET est présenté officiellement ce jeudi 10 décembre 2020. Nous allons maintenant prier Madame le ministre de la promotion des investissements pour son mot de fin, son mot de clôture, qui va également servir de mot officiel du gouvernement à cette cérémonie de lancement du livre blanc 2020 de la JET. Madame le ministre. Bonsoir à tous. J'ai l'impression que la présentation de M. Daou a été tellement claire qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, mon collègue du ministère du Commerce et de l'Industrie s'est excusé. Je vais continuer. Donc, Madame l'ambassadrice de France au Togo, Monsieur le conseiller économique de l'ambassade de France au Togo, merci. Merci. Monsieur le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo, que je ne vois plus également. D'accord. Monsieur le président du patronat, Monsieur le président de l'association des grandes entreprises du Togo, Monsieur le chef de coopération représentant l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le représentant résident du FMI, Monsieur le représentant pays de la SFI,
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Donc, à l'occasion de cette conférence de presse qui marque le lancement du livre blanc de la JET, l'honneur me choisit de prendre la parole au moment de clore cette cérémonie et saluer la richesse des débats, qui témoignent une fois encore de la vitalité du secteur privé togolais. Donc je voudrais très sincèrement remercier les membres de la JET et plus particulièrement le bureau et son président pour le respect de ces traditions qui portent l'estampille de votre association professionnelle. Ce livre blanc n'est pas seulement une démarche intellectuelle, mais surtout, il s'agit d'une réflexion économique et stratégique. Ce document constitue pour nous une source d'information et un baromètre qui nous permet de mesurer le niveau de satisfaction du secteur privé au regard des réformes déjà entreprises. Parce qu'il faut le souligner, vous êtes les bénéficiaires de nos réformes. Ce livre blanc, il sera sans nul doute un guide nous permettant de mieux cibler les chantiers futurs. J'ai entendu 14 points, et de définir les actes prioritaires pour la promotion des investissements. La JET, faut-il le rappeler, est un acteur important de l'économie togolaise. En 2017, les entreprises de la JET ont contribué au budget de l'État sous forme d'impôts et taxes à hauteur de 126 milliards, soit 22% des recettes fiscales, impôts et douanes. En 2018, les entreprises de la JET ont réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 970 milliards et emploient environ 11 000 personnes pour une masse salariale distribuée de 38 milliards. Donc, l'édition 2020 qui s'intitule Livre blanc de la JET, analyse et perspectives de l'économie togolaise 2020, s'inscrit dans deux contextes particuliers qui ont été rappelés tout au long de cette cérémonie. D'une part, la crise sanitaire mondiale qui ralentit nos économies et lance de nouveaux défis à vos entreprises et à nous gouvernants. Et d'autre part, le contexte de mise en œuvre du PND sur l'horizon 2020-2025. Donc le PND, faut-il le rappeler, vise à transformer structurellement l'économie togolaise pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du bien-être social avec un taux de croissance projeté de 7,6% ainsi que la création de 500 000 emplois directs décents à l'horizon 2025. Donc pour réaliser cet ambitieux projet, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre du PND axée sur les partenariats avec les investissements privés nationaux et les investissements directs étrangers. Donc dans cette perspective, le secteur privé dont vous êtes est appelé à porter 65% des investissements du PND, soit 2 999 milliards sur les 4 622 milliards du montant des investissements attendus. Donc il va de soi que le secteur privé, en tant que moteur du développement et partenaire privilégié, fasse l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. Mesdames et messieurs, chers invités, cette crise du Covid nous a renforcés dans notre ferme conviction que la reprise de la croissance se fera avec notre secteur privé local et nos investisseurs domestiques. En effet, à l'heure où les échanges internationaux connaissent un véritable frein et un chamboulement inédit, notre économie se maintient grâce aux entreprises locales qui ont su, par l'innovation, l'agilité et diverses stratégies d'adaptation, nous assurer l'approvisionnement des produits essentiels, maintenir les emplois et combler ainsi les besoins de nos populations. Donc c'est le lieu de vous féliciter pour votre génie et votre sens d'adaptation. Au regard du poids économique que représentent les entreprises membres de la JET, et dans un contexte où le secteur privé est plus que jamais sollicité, le gouvernement invite vos entreprises à saisir la dynamique et l'opportunité qu'il vous présente. Les diverses réformes engagées, notamment la qualité du service public, l'accès au financement, la réforme du foncier, la construction des infrastructures, etc., visant à restaurer la confiance entre le privé et le public, ont pour objectif non seulement l'amélioration du climat des affaires, mais plus encore, rendre notre économie résiliente et nos entreprises compétitives et plus attractives. Mesdames et messieurs, chers invités,
Une des missions qui m'a été confiée par le chef de l'État, à qui je rends ici un hommage appuyé pour son leadership, est de promouvoir les investissements privés nationaux et étrangers et maximiser l'impact sur l'économie nationale en termes de création de richesses et d'emplois. La vision du chef de l'État se trouve donc en phase, mesdames et messieurs, avec vos attentes. Aussi, mon département se présente comme un interlocuteur privilégié dans l'étude des réformes nécessaires pour rendre notre pays attractif et pour la facilitation des projets d'investissement créateurs de richesses pour notre pays. Vos recommandations et vos attentes, contenues dans ce livre blanc, seront pour nous une source d'information à notre stratégie de promotion des investissements. Ils constituent sans nul doute l'instrument de mesure de votre satisfaction en tant qu'usager et premier bénéficiaire de nos réformes. Donc je puis vous assurer de notre volonté à poursuivre les réformes nécessaires à la compétitivité de vos entreprises et à la résilience de notre économie. Mon département vous accordera toute sa disponibilité et son assistance. Et pour terminer, malgré les obstacles apparents et les difficultés de l'heure, je voudrais vous inviter à saisir toutes les opportunités d'affaires que présente la mise en œuvre du PND pour les investisseurs que vous êtes. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame le ministre de la promotion des investissements représentant le gouvernement à cette cérémonie de lancement du livre blanc 2020 de l'Association des grandes entreprises du Togo qui est en train de boucler sa boucle. Je parlais de la cérémonie. Je ne sais pas si le président a un mot de fin de nom. Et donc le président de la JET et ses collaborateurs par ma voix vous remercie d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de lancement officiel du livre blanc et vous donne rendez-vous dans 4 ans, en 2024, pour la 5e édition, toujours avec le même engouement et avec l'espoir que les recommandations de cette année trouveront une certaine mise en œuvre, une concrétisation d'ici 2024. Merci et bonne soirée à tous et à chacun.